Ma belle-sœur effaçait tout le contenu de son téléphone chaque soir. Hier, j'ai enfin compris pourquoi. J'avais touché le fond lorsque ma belle-sœur, Karina, a proposé d'emménager avec moi. Ma ex-fiancée, Poppy, s'était littéralement volatilisée de ma vie 3 jours auparavant. Elle m'avait abandonnée devant l'hôtel alors qu'elle était enceinte de 7 mois de notre deuxième enfant. Je n'arrivais pas à comprendre. Toutes ses affaires étaient encore à la maison. La veille du mariage, nous étions restés éveillés à discuter de nos rêves qui devenaient réalité, mais voilà qu'elle avait supprimé son numéro, ses réseaux sociaux, et semblait avoir acheté un aller simple pour l'autre bout du monde. Cette dernière partie, c'était la version de Karina. Quoi qu'il en soit, l'une des premières choses qu'elle a faites en arrivant chez moi, a été de sortir son téléphone pour me montrer la capture d'écran d'une discussion entre elle et Poppy. Dans ce fil, Poppy disait qu'elle était angoissée par le mariage, et avouait avoir une liaison en ligne avec un homme en Allemagne, qu'elle partait rejoindre. Avant même que je puisse réagir à ce qui s'affichait à l'écran, Karina a suggéré de s'installer pour m'aider avec les factures. Je ne voulais vraiment pas qu'elle vienne, mais mon salaire ne suffisait pas à couvrir le loyer, et je n'avais pas assez d'argent pour payer quelqu'un pour garder mon fils, si j'en avais besoin. J'ai donc dit oui. Karina a presque poussé un cri de joie et a bondi, comme si elle allait m'embrasser sur la joue, avant de se retenir. Pendant les premières semaines, j'étais trop occupée par ma dépression et mes tentatives de joindre Poppy pour remarquer quoi que ce soit. Mais après environ 3 semaines de cohabitation avec Karina, j'ai commencé à avoir des soupçons. Karina est revenue d'une séance de shopping pour des bikinis et m'a demandé si je voulais qu'elle me montre ses achats. Quand j'ai dit non, elle a insisté en me demandant si j'étais sûre, car elle avait beaucoup fait de sport récemment. J'ai dû m'excuser pour aller aux toilettes, me demandant si ce qui venait de se passer était réel. Je savais que Karina avait toujours eu une personnalité provocante, comme elle le disait. J'ai donc mis ça sur le compte de son caractère et d'une mauvaise lecture de la situation. Eh bien, j'ai vite découvert que c'était bien plus que ça. Environ 6 semaines après son arrivée, je suis rentrée des courses, et je l'ai trouvé tenant mon bébé. Dis maman. Allez, bébé, dis maman. Je suis restée figée. J'ai dû me frotter les yeux comme Monsieur Krabs, pour vérifier si je voyais bien. Quand j'ai réalisé que c'était le cas, je me suis précipitée vers elle, et j'ai doucement repris mon fils de ses bras. Elle m'a regardée comme si je venais de tuer son chiot. Elle a voulu protester, mais je l'ai coupé court et lui ai dit fermement qu'elle n'était pas la mère et de ne pas agir comme telle. C'est alors qu'elle m'a regardée avec des yeux innocents en me disant que le bébé voulait juste sa mère, et que son instinct maternel ne pouvait pas supporter de le voir souffrir. C'est cette nuit-là que je suis devenu assez suspicieux pour chercher des preuves. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais Karina en avait fait assez pour que je me demande si elle n'avait pas des arrière-pensées. J'ai donc pris son téléphone pendant qu'elle dormait, je l'ai plaqué contre son visage pour le déverrouiller, je l'ai fouillé de fond en comble, et je n'ai rien trouvé. C'était en fait la partie la plus effrayante. Tout le téléphone était complètement vide. Aucun SMS, aucun historique d'appel, rien. Elle l'avait réinitialisé. Je me souviens avoir ressenti un nœud à l'estomac. Je savais que je devais faire quelque chose. J'ai commencé à chercher si la récupération de données sur téléphone était possible. Mais avant que je puisse vraiment recueillir des informations, l'incident de la crèche s'est produit. Je suis allée chercher mon fils, et, quand son institutrice m'a vue, elle s'est précipitée pour me demander si j'étais sûre de vouloir modifier les formulaires. Selon elle, Karina s'était présentée plus tôt dans la journée, pour demander à modifier la fiche de notre fils, afin de s'inscrire comme sa mère biologique. Je suis devenue livide. J'ai dit à l'institutrice de ne pas toucher à ces formulaires avant de prendre mon fils et de rentrer à la maison. Dès que j'ai vu Karina, j'ai explosé. Je lui ai demandé quel genre de personne malade essayait de prétendre être la mère, alors qu'elle ne l'était pas. Tout en moi voulait l'accuser d'avoir fait quelque chose à Poppy, mais je me suis retenue. Le fait que je sois sur ses traces était mon secret. Karina, sans surprise, est immédiatement passée en mode manipulation. Elle a dit que j'avais manqué 3 ramassages la semaine dernière, des ramassages qu'elle avait elle-même proposé de gérer. Elle a prétendu que, de ce fait, la crèche l'avait appelé un autre mensonge, la crèche n'avait pas son numéro, et lui avait dit qu'ils appelleraient les services de protection de l'enfance, si l'enfant n'était pas récupéré. Je me souviens l'avoir regardée fixement, me demandant quel genre de menteuse j'avais laissé entrer chez moi. J'ai décidé de lui tendre un piège et je lui ai demandé de me montrer l'appel qu'elle avait reçu de l'école. Comme elle effaçait son téléphone chaque soir, son visage s'est décomposé, comme un cerf dans les phares d'une voiture.
Elle m'a accusé de ne pas la croire et d'être un psychopathe paranoïaque, convaincu que tout le monde veut lui nuire, parce que Poppy m'avait donné des problèmes de confiance. Le lendemain, je suis rentrée des courses et, dès que je me suis garée, j'ai senti une odeur de fumée venant du jardin. J'ai donné un biberon à mon fils, avant de me précipiter derrière la maison. Ce que j'ai vu m'a confirmé à quel point Karina était folle. Elle se tenait au-dessus d'une poubelle en métal en flammes, y jetant les affaires de Poppy. Des photos, des bijoux, des souvenirs que j'avais offerts pour nos anniversaires, même des photos de Poppy avec notre fils. Elle souriait comme une écolière excitée en faisant cela. Quand je l'ai vue, je n'ai pas pu me contenir. J'ai saisi un bidon d'eau glacée, je me suis précipitée vers elle, et je l'ai renversée. Il y en a eu partout. Ça a éteint le feu, trempant la poubelle, les affaires, et même elle, de la tête aux pieds. Elle a poussé un cri strident. Quand je lui ai demandé avec colère ce qui n'allait pas chez elle, elle m'a répondu qu'elle avait réalisé que, puisque je ne laisserais jamais partir Poppy moi-même, il lui incombait de s'en débarrasser définitivement. C'était la goutte d'eau. Je lui ai dit de sortir de chez moi. Je me disais que je finirais bien par découvrir ce qu'elle avait fait à Poppy, mais je ne supportais plus de rester près de Karina une seconde de plus. Malheureusement, ce n'était pas si simple. Si tu me mets dehors, j'irai voir les flics, et je dirai que tu m'as frappé. Je me souviens avoir ri, pensant qu'elle plaisantait, jusqu'à ce qu'elle sorte son téléphone et compose réellement le 911. Mon visage s'est décomposé. Bonjour, le 911, j'ai besoin d'aide. Mon beau-frère est ici et il est. D'accord, d'accord. Ai-je articulé en silence pour l'interrompre. Elle a raccroché et m'a regardé avec le plus grand sourire narquois que j'ai jamais vu. Je ne vais nulle part, mon chéri. Je me suis jetée sur son téléphone, mais elle avait déjà composé à nouveau le 911. À l'aide. Il m'attaque. A-t-elle hurlé dans le combiné, avant de raccrocher immédiatement. Mon sang n'a fait qu'un tour. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. La police arriverait dans quelques minutes. Tic-tac, a murmuré Karina, l'eau coulant encore de ses cheveux. Environ 6 minutes avant qu'il ne t'arrête pour violence domestique. À moins que tu ne veuilles discuter de me donner la garde permanente. Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue. Ce n'était pas spontané. Elle avait déjà fait ça, ou du moins, l'avait planifié, méticuleusement. J'ai attrapé mon fils de sa chaise haute, et je me suis précipitée vers mes clés de voiture, mais Karina a été plus rapide et a bloqué la porte. Enlèvement d'enfant en plus? Encore mieux, elle a ressorti son téléphone. J'ai déjà envoyé un message à Marcus, tu faisais une dépression nerveuse. Mon frère Marcus. Bien sûr, elle avait pensé à tout. Les sirènes de police hurlaient au loin, de plus en plus fort. C'est là que j'ai compris. Elle devait les avoir appelés plus tôt, attendant le moment parfait pour créer cette scène. J'ai regardé mon fils dans mes bras, puis le visage triomphant de Karina. Les sirènes étaient peu, être à 2 minutes. Prenant la décision la plus difficile de ma vie, je lui ai tendu mon bébé, et je me suis enfuie par la porte arrière, juste au moment où les voitures de police entraient dans mon allée. Depuis le jardin du voisin, j'ai regardé à travers les fentes de la clôture, 2 policiers s'approcher de Karina. Elle s'était complètement transformée. Le sourire narquois avait disparu, remplacé par des larmes et des tremblements. Elle leur montrait les objets brûlés dans la poubelle, serrant mon fils contre elle tout en faisant de grands gestes vers la maison. Même d'ici, je pouvais voir que son jeu fonctionnait. L'attitude des policiers est passée d'une intervention de routine à une sollicitude protectrice. Mon téléphone a vibré frénétiquement. Marcus, cops chez toi. Karina dit que tu l'as menacée. Tu es où? Puis un autre. Elle dit que tu vrilles depuis que Poppy est partie. Mec, qu'est-ce qui se passe? Et un autre. Reste calme. J'arrive. J'avais besoin de mon ordinateur portable. Toute ma documentation sur le comportement de Karina s'y trouvait, des captures d'écran, que j'avais réussi à prendre avant qu'elle n'efface son téléphone, des notes sur l'incident de la crèche. Mais alors que je contournais la maison pour revenir, j'ai vu Karina tendre quelque chose à l'un des officiers, ma sacoche d'ordinateur. Elle leur disait quelque chose, le désignant du doigt, puis elle a montré la maison. Le policier a hoché la tête en prenant des notes. Elle leur avait donné mes preuves comme preuve de mon comportement obsessionnel. Évidemment, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Arrête de fuir. Vérifie le grenier. Elle ne connaît pas la caméra.
Quelqu'un qui connaissait la vérité. Mes mains tremblaient en lisant le message 2 fois. Le grenier. La caméra de surveillance que nous avions installée quand Poppy était enceinte du premier. Nous l'avions oubliée, après avoir déplacé la chambre de bébé au rez-de-chaussée. La police terminait son interrogatoire. Un officier est resté avec Karina, tandis que l'autre faisait le tour de la propriété. J'ai attendu qu'ils retournent tous les deux à leur véhicule, regardant Karina leur faire signe depuis le perron, jouant toujours la victime terrifiée. Dès que leurs feux arrière ont disparu, elle a sorti son téléphone. Je la voyais faire défiler l'écran, taper rapidement. En quelques minutes, une camionnette de serrurier est arrivée. Elle était déjà en train de changer les serrures. J'avais une seule chance. Le garage avait un panneau d'accès au grenier que Poppy et moi utilisions pour le stockage. Pendant que Karina dirigeait le serrurier à la porte d'entrée, je me suis glissée dans le garage par l'entrée latérale que nous ne verrouillons presque jamais. Le grenier était étouffant, rempli de vêtements de bébé que Poppy avait soigneusement pliés pour notre deuxième enfant. Ma gorge s'est serrée en les voyant. La caméra était cachée dans un coin, son voyant rouge clignotant faiblement, la batterie presque morte. Je l'ai saisie, les mains tremblantes, et je l'ai connectée à mon téléphone. S'il vous plaît, qu'il y ait quelque chose, s'il vous plaît. La vidéo a chargé, défilant à travers des semaines d'images jusqu'à ce que, enfin, la nuit où Poppy a disparu s'affiche. 3h17 du matin. Les images granuleuses montraient la porte de notre chambre s'ouvrir. Karina guidait Poppy vers la sortie. Le visage de Poppy était baigné de larmes, ses épaules secouées de sanglots. Karina l'entourait de son bras, parlant sans cesse. J'ai mis le volume au maximum, mais je n'ai pu capter que des fragments. Seul moyen de garder le bébé à l'abri de lui. La vidéo a coupé, batterie déchargée, mais j'avais ma preuve. La preuve que Karina avait manipulé Poppy pour la faire partir. Le téléchargement s'est terminé juste au moment où j'ai entendu des pas en dessous. La voix de Karina a résonné. Je dois juste prendre quelque chose dans le garage, j'étais piégée. Le serrurier travaillait toujours à la porte d'entrée. Karina est entrée directement sous moi, fouillant dans des cartons. Mon téléphone a vibré. J'ai essayé de le mettre en silencieux, mais trop tard. Allô ? Il y a quelqu'un ? A crié Karina. J'ai retenu ma respiration, la sueur coulant sur le plancher poussiéreux. Elle a déplacé d'autres cartons, puis s'est arrêtée directement sous le panneau d'accès. L'échelle était encore déployée, depuis que j'étais montée. Intéressant, a-t-elle murmuré. Ses pas se sont éloignés. J'ai entendu la porte du garage se refermer, puis sa voix à l'extérieur. Il nous traque, je viens de le surprendre dans mon garage. Appelez le 911. La voix d'un voisin a répondu, inquiète et urgente. D'autres sirènes au loin, je me suis précipitée à travers le grenier jusqu'à l'autre extrémité, là où il communiquait avec le garage de mon voisin par une ouverture dans l'isolation. Poppy et moi l'avions découvert lors d'un projet de rénovation. Je me suis faufilée, me laissant tomber dans leur garage juste au moment où les sirènes de police envahissaient à nouveau l'air. Sortant en trombe de leur garage, j'ai couru vers ma voiture, mais des sabots orange bloquaient les 2 roues arrière. Un traceur GPS clignotait sur mon pare-brise. Dans les 2 heures qui avaient suivi le départ de la police, Karina avait déposé une ordonnance d'éloignement d'urgence. Mon téléphone a sonné. Sarah, la meilleure amie de Poppy. Karina vient de quitter ma maison, dit Sarah, essoufflée. Elle a dit que Poppy lui envoyait des messages disant que tu étais dangereux. Elle m'a montré des captures d'écran. Sarah, ça ne peut pas être réel. Elles ont le timbre horaire d'aujourd'hui. Des photos de Bleu, des messages disant que tu la menaçais, si elle ne t'épousait pas. Si Poppy envoyait des messages, c'est qu'elle était vivante. Sarah, je dois voir ces messages. J'arrive. Tu ne peux pas. Karina a dit qu'il y avait une ordonnance d'éloignement. Elle appellera les flics si elle te voit près de moi. Alors rejoins-moi quelque part, s'il te plaît. Quelque chose cloche dans ses SMS. Sarah a hésité. Le parc sur Elm. 10 minutes. J'ai couru. Ma voiture était inutile. Un Uber laisserait une trace numérique. Le parc était à 12 pâtés de maison. Quand je suis arrivée, à bout de souffle, Sarah était déjà là, téléphone à la main. « Regarde ça », dit-elle, en me montrant capture d'écran, sur capture d'écran. Poppy prétendant que j'avais menacé de la tuer, si elle ne m'épousait pas. Décrivant des épisodes violents, qui n'avaient jamais eu lieu. Des photos de Bleu sur des bras que je n'avais jamais touchés. Mais quelque chose n'allait pas. Le style d'écriture était mauvais.
Trop formel. Poppy n'utilisait jamais de point-virgule dans ses SMS, mais ses messages en étaient remplis. Sarah, regarde celui-là. Elle dit qu'elle a peur de manger. Elle dit qu'elle est allergique aux fraises. Poppy adore les fraises. On en mangeait à chaque dîner d'anniversaire. Les yeux de Sarah se sont agrandis. Elle a fait défiler les messages, les relisant vraiment cette fois. Oh mon Dieu! Elle mentionne ton chien, Bruno. Karina faisait des erreurs. Elle se faisait passer pour Poppy. Avant que Sarah ne puisse répondre, la voiture de Marcus a surgi sur le parking. 2 voitures de police suivaient. Mec, tu as besoin d'aide, a dit Marcus, s'approchant lentement comme si j'étais un animal sauvage. Les officiers gardaient la main près de leurs armes. Karina m'a montré ton historique de recherche. Embauche de tueur à gages, détective privé. Quoi? Marcus, écoute-moi. Non, c'est toi qui écoutes. Tu fais peur à tout le monde. Karina essaie d'aider, et toi tu la traques, tu t'introduis dans la maison. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant les images de la caméra de surveillance. Son visage a blêmi, en voyant Karina, emmener Poppy en pleurs, hors de notre chambre à 3h00 du matin. Ça date de la nuit où Poppy a disparu, ai-je dit. Karina l'a manipulée pour qu'elle parte. Marcus a fixé l'écran, puis moi, puis l'écran, à nouveau. Les policiers se sont rapprochés. Monsieur. Nous avons besoin que vous veniez avec nous. L'un d'eux a dit, Marcus, s'il te plaît. Tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais de mal à Poppy. La main de mon frère tremblait alors qu'il prenait mon téléphone. Laisse-moi. Laisse-moi garder ça en sécurité. Les policiers m'ont passé les menottes, mais doucement. Marcus a mis mon téléphone avec la preuve dans sa poche. Alors qu'il me guidait vers la voiture, j'ai aperçu une voiture familière au feu rouge. La Honda cabossée de la mère de Poppy, mais le conducteur portait un masque chirurgical et des lunettes de soleil, se détournant quand j'ai regardé. Au commissariat, ils m'ont traité efficacement. L'avocate qu'ils m'ont assignée avait l'air épuisée, brassant des papiers, en m'expliquant ma situation. Madame Karina Rodriguez a demandé la garde d'urgence de votre fils. Elle dit que l'ordonnance d'éloignement lui donne la possession temporaire de la maison, en attendant l'enquête. Vous ne devez pas approcher à moins de 150 mètres d'elle, de l'enfant, ou de la résidence. Elle n'a même pas de lien de parenté avec lui. Elle prétend que vous avez abandonné l'enfant après l'avoir menacé, combiné à la disparition de la mère et à votre comportement d'aujourd'hui. Elle a haussé les épaules. Le juge a signé. Vous aurez une audience dans 2 semaines. 2 semaines, Karina passerait 2 semaines seule, avec mon fils. Dans ma maison, sans que personne ne surveille. Il y a plus, a continué l'avocate. Elle a déposé un rapport disant que vous l'aviez traqué chez une amie, que vous vous étiez introduit dans son garage, et elle a fourni des preuves de comportement obsessif. Apparemment, vous documentiez chacun de ses mouvements. J'ai ri amèrement. Bien sûr, mes propres preuves étaient devenues son arme. Cependant, dit l'avocate, votre frère a payé la caution. Vous pouvez partir, mais souvenez-vous, violez cette ordonnance, et vous reviendrez direct ici. Marcus attendait dehors, mon téléphone à la main. J'ai envoyé la vidéo à ton avocate, dit-il calmement, et j'ai fait des copies. Quoi qu'il se passe, on va trouver. Tu me crois? Je ne sais pas quoi croire. Mais cette vidéo, Karina a définitivement menti sur le fait que Poppy partait pour l'Allemagne. Alors, sur quoi d'autre ment-elle? Alors que nous marchions vers sa voiture, mon téléphone a vibré. Le numéro inconnu encore. Terrain de jeu. Maintenant, elle déplace Poppy ce soir. H. La voiture de Marcus n'avait même pas fini de s'arrêter, que j'ai bondi sur le terrain de jeu. Les balançoires grinçaient dans le vent du soir, les ombres s'étirant sur le parc désert. Une femme est apparue de derrière une structure de jeu. Une allure professionnelle, la quarantaine, malgré l'heure tardive. Elena Morrison, dit-elle en tendant la main. Je dirige le refuge pour femmes sur Maple Street. Mon cœur battait la chamade. Vous savez où est Poppy? Karina l'a amenée chez nous, il y a 2 mois. Elle a dit que vous étiez violent, que Poppy avait besoin de protection. L'expression d'Elena s'est durcie. Mais les choses ne collent pas. Poppy a demandé à appeler sa mère hier. Karina a dit que ce n'était pas encore sûr. C'est là que j'ai commencé à tout remettre en question. 2 mois. Poppy était à 10 minutes d'ici pendant tout ce temps, croyant que j'étais dangereux. Mes jambes ont failli se dérober. Elle est toujours enceinte? Ai-je réussi?
A demandé. Très. Elle peut accoucher n'importe quand. Elena a jeté un regard nerveux autour d'elle. Je ne peux pas vous donner l'emplacement exact, limite légale et éthique oblige, mais Karina s'arrête toujours au CVS sur la 3e, avant de lui rendre visite. Elle achète des vitamines prénatales, généralement vers 19. C'est dans 20 minutes. Je ne vous ai rien dit. Elena s'est détournée pour partir, puis s'est arrêtée. Poppy pose des questions. L'histoire que raconte Karina change tout le temps. Les fissures commencent à apparaître. Elle a disparu dans l'obscurité, me laissant là avec Marcus. Mon frère m'a attrapé le bras alors que je partais vers la 3e rue. Tu ne peux pas approcher Karina. L'ordonnance d'éloignement. Je ne vais pas l'approcher, juste l'observer de loin. Marcus a soupiré, mais m'a conduit quand même. Nous nous sommes garés en face du CVS, moteur coupé, en observant. À 19h03, la berline argentée de Karina s'est garée. Elle est sortie, regardant autour d'elle, avant d'entrer dans le magasin. 5 minutes plus tard, elle en ressortait avec un petit sac. Nous l'avons suivie à distance. 3 voitures entre nous. Elle conduisait prudemment, signalant chaque virage, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une maison victorienne convertie. Pas d'enseigne, juste une propriété résidentielle normale. Mais je la reconnaissais maintenant. Le genre de refuge non répertorié qui se font dans le quartier. Karina a marché jusqu'à la porte d'entrée et a frappé selon un code. 3 coups rapides, 2 lents. La porte s'est ouverte, et elle s'est glissée à l'intérieur. J'étais déjà hors de la voiture avant que Marcus ne puisse m'arrêter, rampant le long du trottoir opposé. À travers une fenêtre du 2e étage, j'ai vu un mouvement. Une silhouette est passée, enceinte, se déplaçant avec cette démarche distinctive que je connaissais si bien, la façon dont Poppy posait toujours sa main sur le bas de son dos. Mon téléphone a vibré. Marcus, reviens ici tout de suite. Les flics passent. Je me suis repliée vers la voiture juste au moment où un véhicule de patrouille tournait au coin de la rue. Nous sommes repartis en silence. Mais j'en avais vu assez. Poppy était là, vivante, enceinte, cachée. De retour à l'appartement de Marcus, je faisais les 100 pas pendant qu'il passait des appels. Son ami avocat a confirmé ce que nous savions déjà. Approcher le refuge violerait l'ordonnance et détruirait tout dossier juridique. Le système qui devrait protéger les victimes protégeait maintenant l'agresseur. Il doit y avoir un autre moyen, ai-je dit. Le téléphone de Marcus a sonné. Il a répondu, son visage devenant de plus en plus inquiet. Ils me veulent au commissariat. Karina a déclaré le téléphone volé. Celui avec tes preuves, mais on a fait des copies numériques qu'ils peuvent prétendre falsifier. Ils veulent l'original. Il a attrapé ses clés. Reste ici. Ne fais rien de stupide. Dès qu'il est parti, j'ai appelé Sarah. J'ai besoin de ton aide. Après ce qui s'est passé au parc, la police m'a interrogée pendant 1 heure. Poppy est dans un refuge pour femmes sur Maple. Elle pense que je suis dangereux parce que Karina la nourrit de mensonges. Quelqu'un doit lui dire la vérité. Sarah est restée silencieuse un long moment. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Porte-toi volontaire au refuge. Dis que tu fuis une relation abusive. Entre à l'intérieur. Trouve Poppy. Montre-lui la vérité. C'est de la folie. S'il te plaît, elle est sur le point d'accoucher en pensant que je suis un monstre. Notre fils est avec une femme qui essaie de voler notre famille. Un autre silence. D'accord, mais si je me fais arrêter, c'est ta faute. Le lendemain matin, Sarah a envoyé un message. Je suis dedans. Orientation pour les nouvelles résidentes à Dix. J'ai passé la journée chez Marcus, vérifiant mon téléphone de manière obsessionnelle. Il avait été relâché après interrogatoire, mais sans son téléphone. La police enquêtait sur la vidéo, ce qui signifiait que Karina avait plus de temps pour solidifier sa position. À 14h, Sarah a enfin envoyé un message, je l'ai trouvé. Oh mon Dieu, elle a l'air terrifiée. Ils lui ont dit que tu avais fait du mal au bébé. Mes mains tremblaient. Karina avait convaincu Poppy que j'avais violenté notre fils. Pas étonnant qu'elle se soit cachée. Je lui montre des vidéos de lui datant d'hier. Le message suivant de Sarah disait « Elle pleure ». Elle réalise qu'on lui a menti, puis plus rien pendant 1 heure. Je grimpais au mur quand le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Oh. Mon Dieu. Je suis tellement désolée. La voix de Poppy était brisée et sanglotante. Elle a dit qu'elle t'avait vu le secouer.
Elle a dit que tu nous tuerais tous les deux, si je ne me cachais pas. Je suis tellement désolée, Poppy. Où es-tu? Je viens te chercher. Je ne peux pas partir. Ils ne me laisseront pas sans la permission de Karina. C'est elle mon avocate. Les règles. Sa voix a craqué. Je suis piégée. La ligne a coupé. Je fixais le téléphone. La rage montait. Karina avait emprisonné Poppy, en utilisant le système même censé la protéger. Sarah a fait irruption chez Marcus 1 heure plus tard. Le visage rouge, on a simulé une complication de grossesse. Une ambulance l'emmène à l'hôpital général. Karina ne le sait pas encore. Je courais déjà vers la porte. Marcus a essayé de m'arrêter, mais je l'ai bousculé. Rien ne m'éloignerait de Poppy maintenant. À l'hôpital, je l'ai trouvée dans le service de maternité. Sarah montait la garde. Dès que Poppy m'a vue, elle s'est effondrée. Le bébé arrive, a-t-elle haleté entre deux contractions. Je pensais que je devrais faire ça seule, en pensant que tu nous détestais. Je lui ai tenu la main pendant le travail, nous pleurions tous les deux. Entre les contractions, elle m'a tout raconté. Comment Karina était apparue cette nuit-là, disant qu'elle m'avait vu faire une dépression. Comment elle avait montré à Poppy de fausses preuves, des photos de Bleu, des messages menaçants, une vidéo de quelqu'un secouant un bébé, qui était trop flou pour être identifié. Comment elle avait conduit Poppy au refuge, promettant de garder notre fils en sécurité pendant que Poppy se cachait. Elle venait tous les jours au début, allaitait Poppy. Elle me montrait des photos de lui. Elle disait que ton état empirait, que la police était impliquée. Puis les visites se sont espacées. Elle a commencé à inventer des excuses pour que je ne puisse pas appeler ma mère ou mes amis. Une contraction l'a frappée, coupant ses paroles. L'infirmière a vérifié son col. C'est presque le moment de pousser. C'est alors que mon téléphone a explosé de messages. Marcus, Karina sait que Poppy est partie. Elle s'enfuit. Elle a pris ton fils. Sa voiture n'est plus là. J'ai regardé Poppy en plein travail. Puis mon téléphone. Mon fils était avec une femme délirante qui venait de perdre son fantasme soigneusement construit. Mais Poppy était sur le point de mettre au monde notre fille. Vas-y, a allaité Poppy. Trouve-le. Sarah est là avec moi. J'ai embrassé son front, et j'ai couru. Sur le parking, j'ai appelé Marcus. Où est-elle? La police a lancé une alerte. Sa voiture a été repérée vers le nord, sur l'I-425. J'ai conduit comme un fou, appelant tout le monde. La police, l'avocat, même Elena. Finalement, Elena s'est souvenue d'un détail crucial. Elle a mentionné une tante, qui a une propriété dans le nord. Le répartiteur de la police est revenu en ligne. Véhicule repéré dans une station-service, à la sortie 42. Le sujet a acheté des articles de puériculture, et s'est renseigné sur la location de chalets. La sortie 42 était à 50 km. J'ai poussé le compteur au-delà de 150 km/h, priant pour ne pas me faire arrêter. Mon téléphone a sonné. Poppy, c'est une fille, a-t-elle sangloté. Elle est parfaite, et en bonne santé. S'il te plaît, trouve son frère. L'employé de la station-service se souvenait clairement de Karina. Une jolie femme avec un bébé. Elle a demandé pour les chalets Riverside. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un endroit calme pour quelques jours. Les chalets Riverside étaient à 15 km de là, au bout d'un chemin de terre. J'ai appelé la police pour donner l'emplacement, mais ils m'ont prévenu d'attendre les renforts. J'en avais rien à faire. Le bureau des chalets était fermé, mais un vieil homme assis dehors a désigné le dernier chalet. Une dame a payé en liquide pour une semaine. Elle a dit qu'elle voulait la paix avec son bébé. Je me suis garée plus bas sur la route, et j'ai approché à pied. À travers la fenêtre, je voyais Karina tenant mon fils, le berçant doucement. Elle lui parlait, sa voix traversant les murs minces. Papa ne reviendra pas, roucoulait-elle. C'est juste toi et maman maintenant. On sera si heureux ensemble. Mon fils a commencé à pleurer. Ce pleur spécifique de faim que je connaissais si bien. Karina a essayé de le calmer, mais il pleurait de plus belle. Elle commençait à s'impatienter, ses gestes étaient moins doux. S'il te plaît, arrête de pleurer, suppliait-elle. Maman est là. Tu n'as plus besoin d'eux. Mais il continuait de hurler, tendant ses petits bras vers la fenêtre où je me tenais. D'une certaine manière, il savait que j'étais là. Les sirènes de police ont résonné au loin. La tête de Karina s'est relevée brusquement, la panique envahissant son visage.
Elle a serré mon fils plus fort, s'éloignant de la fenêtre. Non, a-t-elle chuchoté. Ils ne peuvent pas te prendre. Tu es à moi maintenant. Les sirènes se sont rapprochées. J'ai vu le moment où le délire de Karina a totalement craqué. Son visage s'est effondré, les larmes coulant à flots. Elle a regardé mon fils, l'a vraiment regardé, et a vu la vérité. Il n'était pas à elle. Il ne l'avait jamais été. La police a encerclé le chalet. Des officiers prenaient position. Un négociateur est arrivé, tentant d'établir le contact. Mais je ne pouvais pas attendre. Mon fils était là-dedans avec une femme dont le monde imaginaire s'écroulait. Je me suis placée devant la fenêtre. Karina m'a vue, les yeux sauvages. Mais mon fils m'a vue aussi. Ses pleurs se sont changés en gazouillis excités, ses bras tendus désespérément vers moi. Il te reconnaît, a chuchoté Karina, fixant la réaction du bébé. La réalité forçait le passage à travers son délire. J'ai brandi mon téléphone, lui montrant une vidéo que Sarah m'avait envoyée. Poppy sur son lit d'hôpital, tenant notre fille nouveau-née. Elle a besoin de son fils, ai-je crié. S'il te plaît, Karina, laisse-le rencontrer sa sœur. Karina fixait la vidéo, fixait ce bébé-fille, qui ressemblait tant au garçon dans ses bras. Ses mains tremblaient alors, que mon fils continuait de s'agiter vers moi, appelant clairement Dada. Je voulais juste. Sa voix s'est brisée. Je voulais juste être la mère de quelqu'un. Le négociateur parlait, mais Karina ne l'écoutait pas. Elle regardait mon fils faire des efforts pour m'atteindre, elle l'entendait appeler son père. Le fantasme qu'elle avait construit s'effritait à chaque cri. Elle a marché lentement vers la porte. La police s'est tendue, armes prêtes mais non braquées. La porte s'est ouverte, et Karina est sortie, mon fils toujours dans les bras. Je suis désolée, a-t-elle murmuré en me le tendant. J'ai perdu mon bébé, il y a 2 ans, je voulais juste ce que vous aviez. La police est intervenue alors que je serrais mon fils contre moi, pleurant tous les deux. Il a enfoui son visage dans mon cou, ses petites mains agrippant mon t-shirt, comme s'il ne voulait plus jamais me lâcher. Karina n'a pas résisté quand ils lui ont mis les menottes, son corps était sans force. Est-ce que Poppy va bien? A-t-elle demandé alors qu'il l'emmenait. Le bébé? Elles sont parfaites, ai-je dit. Elle a hoché la tête, les larmes coulant toujours. Bien, c'est bien. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital avec mon fils, brûlant tous les feux rouges. Marcus m'a rejoint dans le hall, prenant immédiatement des photos, pour documenter que le bébé était sain, et sauf des preuves, pour les batailles juridiques à venir. Dans la chambre de maternité, Poppy tenait notre fille, Sarah à ses côtés. Au moment où elle a vu notre fils, elle a totalement craqué. Je l'ai déposé doucement sur le lit à côté d'elle, et il s'est immédiatement blotti contre elle, une main minuscule tendue pour toucher sa sœur. « Mes bébés » a chuchoté Poppy. Mes 2 bébés. Nous sommes restés comme ça pendant des heures, notre famille de 4 pour la première fois. Les parents de Poppy sont arrivés, puis les miens. Tout le monde pleurait, et s'excusait d'avoir douté de moi. L'histoire est sortie par morceaux, comment Karina avait tout orchestré, jouant sur les peurs et les préjugés de chacun. Le procureur est passé ce soir-là. Karina était inculpée d'enlèvement, de séquestration et de fraude, mais elle allait aussi être évaluée. Son avocat demandait déjà un traitement psychiatrique, plutôt que la prison. Elle est malade, a dit le procureur. Le délire était total. Elle croyait sincèrement protéger les enfants. J'ai repensé à ces derniers instants dans le chalet. La façon dont la réalité avait percuté son fantasme. Elle était malade, mais elle avait aussi volé des mois de nos vies, traumatisé notre famille, presque tout détruit. Le lendemain matin a apporté son lot de chaos. L'évaluation psychiatrique de Karina a révélé un trouble délirant sévère, déclenché par une fausse couche 2 ans auparavant. Elle s'était fixée sur notre famille comme substitut à ce qu'elle avait perdu. Le procureur a expliqué cela alors que j'étais à la cafétéria de l'hôpital, épuisée d'avoir dormi sur une chaise entre les lits de Poppy et de mon fils. Elle risque au moins 20 ans, mais son avocat pousse pour l'internement psychiatrique. J'ai regardé mon fils jouer avec une cuillère en plastique, totalement inconscient du traumatisme qu'il venait de vivre. Il continuait de chercher Karina du regard, la seule personne qui s'était occupée de lui pendant 2 mois. Ça me brisait le cœur à chaque fois. Poppy avait du mal à quitter sa chambre d'hôpital. 2 mois de manipulation psychologique avaient laissé des cicatrices profondes. Elle sursautait au moindre bruit de pas dans le couloir,
convaincue que Karina allait apparaître pour prendre notre fille. Les infirmières devaient la rassurer constamment que la sécurité surveillait. Nous sommes enfin rentrés à la maison 3 jours plus tard, mais la maison ne semblait plus sûre. Karina y avait vécu, avait tout touché, tout changé. Poppy ne pouvait pas dormir dans notre chambre. C'est là que Karina l'avait réveillée cette nuit-là pour la convaincre que j'étais dangereux. Nous avons campé dans le salon, tous les 4 ensemble, craignant d'être séparés. La procédure judiciaire a avancé rapidement. L'avocat de Karina a demandé une audience de compétence, arguant qu'elle ne pouvait pas être jugée dans son état. Lors d'une visioconférence avec notre avocat, nous avons appris des détails troublants. Karina planifiait cela depuis des mois, être plus. Elle avait fait des recherches sur les lois de garde, les procédures de violence domestique, le fonctionnement des refuges. Le délire était total, mais l'exécution avait été méthodique. Nous devons décider, a dit notre avocat. Soutenez-vous le traitement psychiatrique, ou poussez-vous pour la prison? Poppy et moi, nous sommes regardés. Cette femme avait volé des mois de notre vie, mais elle était aussi clairement malade. Les deux, a fini par dire Poppy. La prison avec traitement obligatoire. Elle a besoin d'aide, mais elle a aussi besoin de conséquences. L'adaptation de notre fils a été déchirante. Il demandait Karina au moment de se coucher, confus par le changement de routine. Nous lui montrions des photos de nous ensemble avant que tout n'arrive, essayant de reconstruire les souvenirs que Karina avait écrasés. Certaines nuits, il se réveillait en pleurant, cherchant quelqu'un qui n'était pas là. Le procureur a appelé 2 semaines plus tard. Karina avait accepté de plaider coupable pour éviter un procès. Le juge déciderait entre la prison et l'établissement psychiatrique lors du prononcé de la peine. Nous devions comparaître pour donner nos déclarations d'impact sur les victimes. Cette pensée rendait Poppy physiquement malade. Marcus est devenu notre rock pendant cette période. Il avait pris un congé, nous aidant à naviguer dans le système juridique, tout en gérant le quotidien. Il gardait le bébé pendant que Poppy se douchait, jouait avec notre fils, pendant que je gérais les appels des avocats. Sans lui, nous aurions sombré. Sarah est restée proche aussi, venant tous les jours avec des courses et un soutien moral. Elle avait été interrogée longuement sur son rôle dans l'évasion de Poppy du refuge, mais Elena avait témoigné en sa faveur. 3 semaines après l'épisode du chalet, nous avons assisté à la condamnation de Karina. Elle avait l'air différente, sous médicaments, plus calme. Le désespoir sauvage avait quitté ses yeux. Quand elle nous a vus entrer dans la salle d'audience, elle s'est mise à pleurer silencieusement. La déclaration de Poppy a été dévastatrice. Elle a décrit la terreur de croire que j'étais dangereux, l'isolement du refuge, l'agonie de penser qu'elle devrait élever nos enfants seuls. J'ai parlé de la douleur de voir mon fils appeler une autre femme maman, d'avoir été étiqueté comme dangereux par les systèmes même censés protéger les familles, de l'ironie tordue de voir Karina utiliser les ressources contre la violence domestique pour perpétrer ses propres abus. Quand Karina a pris la parole, sa voix était à peine audible. J'ai perdu mon bébé, et j'ai perdu la tête. Je suis désolée d'avoir essayé de voler le vôtre. Je sais que désolée ne suffit pas. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. S'il vous plaît, prenez juste soin d'eux. De tous. Le juge l'a condamné à 12 ans de prison, avec possibilité de transfert dans un établissement psychiatrique après 5 ans, selon sa réponse au traitement. Une ordonnance d'éloignement à vie a été émise. Karina ne serait plus jamais autorisée à nous contacter. En quittant le tribunal, je me sentais vide. La justice avait été rendue, mais cela n'effaçait pas le passé. Notre fils demandait encore Karina. Poppy ne pouvait toujours pas dormir, sans vérifier les verrous plusieurs fois. Notre fille, heureusement, ne se souviendrait jamais de rien. Nous avons décidé de déménager de l'autre côté de la ville. Les mêmes emplois, les mêmes écoles plus tard, mais un nouveau départ dans une maison sans souvenir. La première nuit dans la nouvelle maison, Poppy a enfin dormi jusqu'au matin. Une petite victoire. J'ai ajusté mes horaires de travail pour être plus présent, reconstruisant mon lien avec mon fils. Ces 2 mois avec Karina l'avaient troublé, mais les enfants sont résilients. En 3 mois, ils m'appelaient à nouveau Dada, sans hésitation. Poppy a commencé une thérapie pour surmonter le traumatisme de l'emprisonnement psychologique. Certains jours étaient plus durs que d'autres.
Elle avait des crises de panique, pensant à la facilité avec laquelle Karina l'avait convaincue. Le thérapeute lui a expliqué comment les manipulateurs habiles exploitent la vulnérabilité, et comment ses hormones postpartum et le stress du mariage l'avaient rendue vulnérable. Nos familles se sont ralliées autour de nous. Mes parents, qui avaient cru les mensonges de Karina au début, nous aidaient maintenant pour la garde des enfants. La mère de Poppy, que j'avais aperçue dans sa Honda lors de mon arrestation, a avoué qu'elle passait en voiture pour essayer de comprendre, trop effrayée pour s'impliquer directement. 6 mois ont passé. Notre fils est entré en maternelle. Ses enseignants ignoraient tout de notre calvaire. Il était juste un autre enfant heureux, apprenant à partager et à compter. Notre fille grandissait, potelée et sereine, souriant à tout le monde. Lentement, nous avons retrouvé un rythme normal. Une lettre est arrivée de l'équipe soignante de Karina. Elle répondait bien aux médicaments et à la thérapie, acceptant la responsabilité de ses actes. Il voulait que nous sachions qu'elle faisait des progrès, tout en comprenant si nous ne voulions pas de nouvelles. Nous avons choisi de les recevoir, non pas pour elle, mais pour savoir qu'elle était soignée. Poppy a repris le travail à temps partiel. Je gardais les enfants pendant son absence, reconnaissant pour chaque moment banal. Les changements de couche, les repas, les caprices pour des jouets. Ces défis ordinaires ressemblaient à des cadeaux après avoir failli tout perdre. Un soir, en préparant le dîner, notre fils a posé une question sur la dame triste. C'est ainsi qu'il désignait Karina à mesure que ses souvenirs s'effaçaient. Nous sommes restés simples. Elle était malade et confuse, mais les médecins l'aidaient à guérir. Il a semblé satisfait, plus intéressé par ses nuggets en forme de dinosaure. Le premier anniversaire de la disparition de Poppy approchait. Nous l'avons marqué tranquillement, tous les 4 dans un parc. Poppy poussait notre fils sur les balançoires, pendant que je tenais notre fille. Personne en nous regardant n'aurait pu deviner ce que nous avions traversé. Nous ressemblions à n'importe quelle famille, profitant d'un après-midi ensoleillé. Cette nuit-là, après le coucher des enfants, Poppy et moi nous sommes assis sur notre nouveau perron. Nous n'avons pas parlé de Karina, du procès, ou des mois de traumatisme. Nous avons discuté de choses normales. La fête d'anniversaire à venir de notre fils, les dents de notre fille, les plans pour des vacances en famille. La conversation semblait révolutionnaire par sa banalité. 2 ans plus tard, Poppy était à nouveau enceinte. Cette fois, nous avions des caméras de sécurité, des protocoles de ramassage stricts à la crèche, et un cercle de confiance qui connaissait notre histoire. Nous avions appris à être protecteurs sans être paranoïaques, prudents sans laisser la peur diriger nos vies. On nous a appris que Karina avait été transférée dans un établissement psychiatrique. Ses progrès étaient remarquables. Son avocat a envoyé une lettre qu'elle avait écrite non pas pour nous, mais à notre sujet. Elle avait partagé notre histoire en thérapie de groupe, mettant en garde les autres patients sur la façon dont les maladies mentales non traitées peuvent détruire des vies. Elle comprenait pourquoi le contact était interdit, mais voulait que nous sachions qu'elle utilisait notre douleur pour aider les autres à éviter le même chemin. Nous avons choisi de ne pas répondre, mais avons ressenti un étrange soulagement. Elle allait mieux. Cela n'effaçait pas les dégâts, mais cela signifiait quelque chose. Notre 3e enfant, un autre fils, est né sans drame. L'accouchement de Poppy a été calme. J'étais présent à chaque instant. Nos aînés ont rencontré leur petit frère, entourés d'une famille qui avait appris à chérir ces moments. Cette normalité semblait miraculeuse. 5 ans après cette terrible nuit, nous avons pris nos premières vraies vacances, une semaine à la plage. Nos enfants construisaient des châteaux de sable et couraient après les vagues, ignorant à quel point leurs parents s'étaient battus pour ces moments simples. Poppy et moi les regardions jouer, mains entrelacées, les cicatrices guéries, mais pas oubliées. Cette scène domestique si simple avait semblé, un jour, totalement impossible.